Paris, 16e arrondissement. Les quadruplés d'Antoine de Montmorency, magnate de l'industrie technologique pesant 5 milliards d'euros, avaient fait fuir 27 gouvernantes en 6 mois. Louis, Charles, Henri et Pierre, 4 ans de chaos pur coordonné, avaient transformé l'hôtel particulier en champ de bataille. La dernière gouvernante s'était enfuie en larmes après que les 4 lui eurent versé un seau de peinture pendant son sommeil. Mais quand Marie-Claire Dubois franchit la porte, avec son tablier fait maison et sa valise usée, elle ne se présenta pas comme gouvernante. Elle s'agenouilla à leur hauteur et murmura des mots qui les glacèrent. Elle connaissait leur douleur. Elle aussi avait perdu. Les 4 petits terroristes s'arrêtèrent net, et ce qui arriva ensuite bouleversa non seulement Antoine, mais tout Paris. Car Marie-Claire n'était pas venue pour les dompter. Elle était venue pour les sauver d'eux-mêmes et cachait un secret qui changerait cette famille à jamais. L'hôtel particulier des Montmorency dominait le panorama parisien comme un château moderne, de pierre de taille et de verre, 8000 mètres carrés de perfection architecturale qui depuis 6 mois était devenu le cauchemar de toutes les agences de placement d'Île-de-France. Les quadruplés avaient perfectionné l'art de la guérilla domestique avec une précision qui frôlait le génie militaire, coordonnant des attaques qui avaient fait craquer des éducatrices avec des décennies d'expérience. Louis planifiait chaque assaut avec l'esprit d'un général miniature, tandis que Charles construisait des pièges élaborés avec ses caplas qui transformaient les couloirs en champs de mines. Henri utilisait sa force surprenante pour détruire en secondes ce que le personnel mettait des heures à ranger. Et Pierre, le plus silencieux mais peut-être le plus redoutable, murmurait aux gouvernantes des histoires sur le fantôme de leur mère, qui les observait, déçus de leur échec. La mort d'Isabelle pendant l'accouchement avait transformé ce qui devait être le jour le plus heureux en tragédie qui avait brisé cette famille. Une complication rarissime avait emporté la mère au moment même où elle donnait la vie aux 4 enfants, laissant Antoine naviguer seul dans un océan de douleur et de responsabilité qui le noyait. Il s'était réfugié dans le travail avec le désespoir de celui qui fuit ses propres démons, déléguant le soin des enfants à des étrangers que les garçons détruisaient systématiquement avec une férocité qui cachait une douleur trop grande pour leurs petites âmes. Marie-Claire Dubois apparut à la porte un lundi matin de novembre sous une pluie battante qui avait transformé Paris en aquarelle grise. 52 ans marqués sur le visage, mais pas dans l'esprit, cheveux rassemblés avec soin simple, un manteau qui racontait des histoires d'hiver passés. Elle ne venait pas par une agence, ne portait pas de référence prestigieuse. Elle se présenta simplement avec une valise en carton tenue par de la ficelle et un calme qui semblait déplacé dans cette maison de chaos. Le majordome Robert s'apprêtait à la renvoyer quand Antoine, sortant pour l'énième réunion qu'il utilisait comme excuse pour ne pas affronter le désastre domestique, la vit. Quelque chose dans la façon dont Marie-Claire soutenait le regard, tandis que 4 petits diables hurlaient et détruisaient derrière elle, l'arrêta. Elle n'avait pas scié devant le vase de sèvres en morceaux, ne s'était pas troublée face aux cris. Elle semblait voir à travers le chaos, directement dans le cœur blessé de cette maison. Quand Marie-Claire expliqua qu'elle avait élevé 9 frères et sœurs après la mort de sa mère en couche, qu'elle connaissait intimement la colère que les enfants déversent sur le monde quand ils perdent ce qu'ils aiment le plus, Antoine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, mais comment elle le disait, sans pitié, sans condescendance, juste avec une compréhension profonde qui vient d'avoir traversé le même enfer. Les quadruplés avaient préparé leur arsenal standard pour la nouvelle arrivante. Le seau d'eau au-dessus de la porte était positionné avec une précision d'ingénieur. Les billes éparpillées sur le sol suivaient un schéma étudié pour maximiser les chutes. Même la fausse araignée dans la chambre d'amis avait été choisie pour son réalisme terrifiant. Mais Marie-Claire fit quelque chose qui court-circuita leur plan. Elle ne réagit pas comme prévu. Quand le seau la trempa complètement, elle rit d'un rire authentique qui remplit le couloir. La chute sur les billes se transforma en une roulade élégante qui laissa les enfants bouche bée.
Et quand elle trouva l'araignée, elle la prit délicatement en lui parlant comme à une vieille amie, la posant sur l'étagère en disant que même les créatures effrayantes méritaient un foyer. Mais le véritable séisme arriva ce soir-là. Au lieu des menaces et punitions qu'ils attendaient, Marie-Claire s'assit sur le sol de leur chambre et sortit de sa valise 4 petits albums photos faits main. Sur chacun, un nom écrit en calligraphie élégante. À l'intérieur, vide sauf pour une seule photo sur la première page. Isabelle enceinte, radieuse, les mains sur l'énorme ventre où eux 4 grandissaient. En dessous, une phrase simple qui brisa leur défense. Le début de votre histoire d'amour. Pierre fut le premier à céder, son doigt tremblant effleurant le visage de la mère sur la photo. Les autres suivirent, formant un cercle silencieux, tandis que Marie-Claire expliquait d'une voix douce comment ces albums deviendraient des écrins de mémoire, des lieux pour conserver non seulement le souvenir de maman, mais aussi toutes les aventures qu'elle aurait voulu vivre avec eux. La première semaine de Marie-Claire à l'hôtel particulier Montmorency renversa tous les précédents établis en 6 mois de guerre domestique. Elle n'imposa pas de règles draconiennes, ni n'éleva jamais la voix. Au lieu de cela, elle observa avec l'attention d'un anthropologue étudiant une tribu inconnue, déchiffrant le langage secret de leur douleur. Elle découvrit des schémas invisibles aux adultes précédents. Louis organisait les attaques non par méchanceté, mais pour unir les frères dans une entreprise commune qui les distrayait du vide. Charles construisait des pièges élaborés parce que l'ingénierie lui donnait l'illusion de contrôler un monde qui lui avait arraché le contrôle le plus important. Henri détruisait parce que la colère physique était plus supportable que la douleur émotionnelle. Pierre, avec ses silences inquiétants et ses murmures perturbants, cherchait désespérément quelqu'un qui voit au-delà de l'étiquette de 4e quadruplé pour reconnaître Pierre, unique et irremplaçable. La révolution de Marie-Claire commença par la cuisine, territoire neutre où la nourriture pouvait devenir un pont. Le 2e matin, au lieu du petit déjeuner préparé par le chef étoilé, les enfants la trouvèrent avec un tablier à fleurs en train de pétrir 4 types différents de pâtes. Elle n'avait pas demandé d'aide. Elle attendit que la curiosité les amène à elle. Et quand cela arriva, elle assigna à chacun sa spécialité, transformant la préparation en rituel d'identité individuelle. Louis reçut la responsabilité des croissants, parce qu'un leader devait maîtriser l'art de la patience et de la précision. Charles fut chargé des pains au chocolat parfaitement symétriques, dignes d'un ingénieur de précision. Henri pétrissait la pâte à brioche, robuste comme sa force. Pierre créait des chaussons aux pommes qui cachaient des trésors, comme les pensées profondes qu'il gardait. Pour la première fois en 6 mois, le petit déjeuner ne fut pas une bataille. Les 4 étaient trop occupés à débattre des mérites de leur création, et Marie-Claire sagement ne déclara jamais de vainqueur, affirmant que la perfection résidait dans la diversité, non dans l'uniformité. Mais le véritable génie de Marie-Claire se manifesta dans la façon dont elle canalisa leur énergie destructrice. Quand ils brisèrent un vase de sèvres de 300 000 €, délibérément pour tester ses limites, il n'y eut ni cri ni punition. Elle les emmena plutôt chez le meilleur céramiste de Paris, où ils assistèrent à 8 heures de travail méticuleux pour en créer un nouveau. Non comme châtiment, mais comme leçon sur la quantité d'amour nécessaire pour créer la beauté, et le peu de temps qu'il faut pour la détruire. Antoine observait ces changements depuis les caméras de sécurité, incapable de croire ses yeux. Ses fils collaboraient au lieu de conspirer, riaient au lieu de crier. Le soir, s'endormaient enlacés au lieu d'être barricadés dans leurs colères individuelles. Pour la première fois depuis la mort d'Isabelle, ils ressemblaient à des enfants au lieu de petits soldats en guerre contre le monde. Un soir, rentrant plus tôt que prévu, Antoine fut paralysé par une scène impossible. Marie-Claire était assise au piano à queue que personne ne touchait depuis la mort d'Isabelle, jouant la berceuse que sa femme chantait à son ventre chaque soir. Les enfants l'entouraient, chantant de voix imparfaite mais pleine d'émotion, tout en feuilletant leurs albums maintenant remplis de dessins, de feuilles séchées, de tickets de métro.
Petit trésor quotidien accompagné de messages à cette mère qui ne pouvait pas répondre, mais qu'il continuait à chercher. Après 2 mois, l'atmosphère de l'hôtel particulier était transformée de manière si radicale que les visiteurs peinaient à croire que c'était la même maison. Le chaos militarisé avait cédé la place à une énergie vive mais contenue, comme une rivière qui avait trouvé ses berges après avoir tout inondé. Ce fut pendant un dîner ordinaire, alors que les enfants dévoraient le bœuf bourguignon en racontant les aventures du jour, qu'Antoine remarqua quelque chose de différent chez Marie-Claire. Tandis que Pierre décrivait un oiseau blessé qu'ils avaient sauvé, ses yeux se perdirent dans le vide et une larme silencieuse coula sur sa joue. Une douleur trop profonde pour n'être que de l'empathie. Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis, Antoine la trouva dans le salon obscur, assise devant la fenêtre qui cadrait Paris illuminé. Il ne dit rien, s'assit simplement à côté d'elle et attendit. Et Marie-Claire, comme un barrage qui cède après des années de pression, laissa couler son histoire. Elle n'avait pas élevé 9 frères et sœurs, c'était une demi-vérité pour protéger une douleur plus grande. Elle avait eu 4 fils, des quadruplés comme ceux qu'elle gardait maintenant, nés 28 ans plus tôt, quand la fécondation assistée était encore pionnière. Elle les avait élevés seule, après que le mari, terrorisé par la responsabilité quadruplée, s'était enfui comme un lâche. Pendant 20 ans, ils avaient été son univers. Lucas le rêveur qui voulait devenir astronome, Marc l'artiste qui peignait des émotions, Paul l'athlète qui courait comme le vent, Jean le philosophe qui à 10 ans posait des questions sur l'existence. Elle les avait vus grandir, obtenir leur diplôme, tomber amoureux. Marc attendait un enfant avec sa fiancée. Puis, une nuit 6 ans auparavant, ils revenaient tous ensemble d'un dîner pour son 50e anniversaire. Ils avaient insisté pour prendre la même voiture, comme quand ils étaient petits. Un routier endormi au volant avait traversé l'autoroute. En un instant, dans un horrible fracas de métal et de verre, Marie-Claire avait tout perdu. 4 cercueils blancs alignés dans l'église du village, 4 vies brisées à 22 ans, 4 avenirs effacés avec le petit enfant jamais né. Elle avait tenté le suicide 3 fois. La dernière fois, alors qu'elle alignait les pilules sur la table en les comptant méthodiquement, la télévision en fond sonore diffusait une interview d'Antoine de Montmorency. Il parlait de ces quadruplés impossibles, de la terreur qu'ils grandissent sans amour, du désespoir d'un père qui ne savait pas comment les atteindre. À ce moment-là, Marie-Claire avait compris avec une clarté cristalline, elle n'avait pas survécu par hasard. Elle avait survécu pour eux. Elle s'était préparée pendant des mois, étudiant chaque information publique sur la famille Montmorency. Elle avait reconnu dans leurs yeux la même colère qu'elle avait vue chez ses fils, quand le père les avait abandonnés, avant qu'elle réussisse à la transformer en force. Elle savait que la seule façon de les atteindre était de montrer, pas de dire, que la douleur pouvait devenir autre chose que de la destruction. Antoine écoutait en silence, le cœur se brisant pour cette femme qui avait transformé sa tragédie inimaginable en salut pour ses fils. Quand Marie-Claire finit, épuisée, il fit la seule chose qui lui sembla juste. Il la prit dans ses bras. Ti sta piacendo questa storia? Lascia un like e iscriviti al canale. Ora, continuiamo con il video. Et dans cette étreinte, pour la première fois depuis la mort d'Isabelle, il se permit de vraiment pleurer, non des larmes de colère ou de frustration, mais de douleur pure et partagée. Le matin après cette nuit de confession, l'air dans l'hôtel particulier vibrait de quelque chose d'indéfinissable. Les enfants, avec cet instinct animal de l'enfance, perçurent immédiatement le changement dans l'énergie entre les adultes. Pendant le petit déjeuner, Pierre, toujours le plus perceptif, fixa Marie-Claire longuement avant de prononcer des mots qui glacèrent la pièce. Marie-Claire posa lentement la spatule et s'agenouilla devant les 4. D'une voix ferme mais infiniment douce, elle raconta une version simplifiée de sa perte. Elle avait eu 4 garçons comme eux, qui étaient de maintenant des anges au ciel avec leur maman, veillant sur d'autres enfants tristes. La réaction des quadruplés fut instantanée et différente pour chacun. Louis déclara solennellement que Marie-Claire aussi avait le cœur brisé comme papa.
Charles demanda si c'était pour cela qu'elle savait comment réparer les cœurs brisés. Henri l'étreignit avec cette force qui était à la fois destructrice et protectrice. Mais ce fut Pierre qui prononça les mots qui changèrent tout, demandant s'ils pouvaient être les nouveaux enfants de Marie-Claire et si elle pouvait être leur maman terrestre pendant que celle céleste les regardait depuis les étoiles. Antoine, figé sur le seuil, assista à quelque chose qui dépassait toute attente. Ses fils n'acceptaient pas seulement Marie-Claire, ils la réclamaient, la reconnaissant comme partie essentielle de leur guérison. Et Marie-Claire, entourée de ses 4 petites vies, qui lui offraient une seconde chance d'être mère, pleurait et riait simultanément. Dans les jours qui suivirent, naquit organiquement le nom Tante Marie-Claire, un compromis parfait qui honorait Isabelle, mais reconnaissait le rôle unique que cette femme avait pris. Les albums photos s'élargirent, incluant maintenant des sections dédiées aux aventures avec papa, pleines de projets et de rêves à réaliser ensemble. Ce fut Marie-Claire qui orchestra avec délicatesse le rapprochement entre Antoine et ses fils. Elle convainquit le milliardaire bourreau de travail que l'Empire pouvait survivre sans lui quelques heures par jour, mais pas ses fils. Elle institua des rituels non négociables, dîners ensemble chaque soir où chacun racontait le meilleur et le pire moment de sa journée, samedi entièrement dédié à une activité choisie à tour de rôle par les enfants. Le week-end de la Toussaint apporta une proposition qui terrifia initialement Antoine. Un voyage en Provence, dans un mas familial. Pas dans l'hôtel de luxe qu'il aurait réservé instinctivement, mais dans une ferme simple où les enfants pouvaient courir libres et se salir sans conséquence. Marie-Claire savait qu'ils avaient besoin de sortir de la bulle dorée de l'hôtel particulier pour se retrouver comme famille. Ce fut dans les champs de lavande, sous un ciel étoilé que Paris ne permettait jamais de voir, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les enfants, détendus par la liberté du lieu, commencèrent spontanément à parler d'Isabelle. Non avec la tristesse rageuse d'avant, mais avec joie. Ils racontaient à Marie-Claire des sensations qu'ils se souvenaient du ventre, le battement du cœur de maman, sa voix qui chantait. Pour la première fois, ils célébraient la vie d'Isabelle au lieu de seulement pleurer sa mort. Cette nuit-là, dans le mas, alors que les enfants dormaient épuisés, Antoine et Marie-Claire se retrouvèrent sur la terrasse sous les étoiles provençales. La conversation coula naturelle comme l'eau de source, touchant des thèmes qu'ils avaient tous deux évités. Antoine confessa qu'Isabelle aurait aimé Marie-Claire, aurait dit qu'elle était exactement la personne dont la famille avait besoin. Marie-Claire répondit que ses fils lui auraient dit de ne pas gaspiller ce cadeau inattendu. 4 enfants ayant besoin d'amour et un père qui avait oublié comment aimer. Il n'y eut pas de baiser cette nuit-là, mais quelque chose de plus profond. La reconnaissance mutuelle que de la douleur la plus dévastatrice pouvait naître quelque chose de beau, si seulement on trouvait le courage de le permettre. 6 mois après l'arrivée de Marie-Claire, l'hôtel particulier Montmorency accueillait un événement qui entrerait dans la légende du tout Paris, le 5e anniversaire des quadruplés. Mais ce n'était pas la fête fastueuse qu'on attendrait d'un milliardaire. Les enfants eux-mêmes avaient insisté pour inviter tous les enfants au cœur un peu brisé, de l'hôpital Necker, de l'orphelinat, du centre pour familles en difficulté. Louis avait planifié les jeux avec sa précision militaire, mais dans un but opposé, s'assurer que chaque enfant gagne quelque chose. Charles avait construit des décorations élaborées qui racontaient des histoires de résilience à travers des constructions Kapla monumentales. Henri avait insisté pour aider Marie-Claire en cuisine, préparant des montagnes de nourriture pour que personne n'ait faim. Pierre avait écrit et illustré un petit livre de contes à offrir à chaque invité, histoire pour quand tu te sens seul. Antoine observait ses fils se mouvoir parmi les invités avec une grâce et une gentillesse qui le laissaient sans voix. Ce n'étaient plus les petits terroristes de la terreur. Ils étaient devenus de petits guérisseurs, utilisant leur expérience de la douleur pour réconforter d'autres enfants souffrants. Pendant la fête, une mère veuve s'approcha de Marie-Claire cherchant à comprendre le miracle. Comment avait-elle transformé 4 petits destructeurs en ces anges de compassion ? La réponse de Marie-Claire fut simple mais profonde.
Elle n'avait rien fait de spécial. Elle avait juste montré que la douleur peut devenir compassion si on lui donne la bonne forme. Cette conversation, capturée par une journaliste présente, devint virale en quelques semaines. Non comme ragot sur un milliardaire, mais comme histoire d'espoir pour des milliers de familles brisées. Les demandes d'aide commencèrent à affluer de toute la France et au-delà. Ce fut Antoine qui proposa l'inévitable, créer une fondation. La Fondation Isabelle pour le soutien aux familles en deuil naissait non comme opération de façade, mais comme extension naturelle de ce que Marie-Claire avait créé. Elle accepta de la diriger, mais seulement à condition de continuer à vivre avec eux. Les enfants étaient terrifiés à l'idée qu'elle puisse partir, et elle-même ne pouvait plus imaginer la vie sans ces 4 petits qui lui avaient redonné un but. Le soir de l'annonce officielle de la Fondation, Antoine trouva Marie-Claire dans le jardin d'hiver qu'Isabelle avait tant aimé. Elle soignait les orchidées qui étaient mortes après la tragédie, mais qu'elle avait miraculeusement fait refleurir. Sans besoin de beaucoup de mots, Antoine lui prit la main et lui dit qu'il la voyait non comme une employée ou une sauveuse, mais comme famille. Marie-Claire confessa sa peur d'être heureuse à nouveau, la terreur que le bonheur puisse être arraché, comme cela s'était déjà produit. Antoine, lui serrant la main, lui rappela ce que les enfants leur avaient enseigné à tous deux. On peut construire de la beauté, même sur des ruines, peut-être surtout sur des ruines. 1 an après l'arrivée de Marie-Claire, l'hôtel particulier Montmorency était devenu le cœur battant d'une révolution silencieuse dans la façon d'aborder le deuil infantile. La Fondation Isabelle avait déjà aidé 200 familles, créant un réseau de soutien qui allait au-delà de la thérapie traditionnelle. Marie-Claire avait formé une équipe de tantes et oncles de cœur, des personnes qui avaient transformé leur propre douleur en capacité d'aider. Les quadruplés, maintenant âgés de 6 ans, étaient devenus de petits ambassadeurs de la Fondation. Ils parlaient avec une maturité qui étonnait les adultes, mais sans avoir perdu l'innocence de l'enfance. Ils avaient appris que la douleur fait partie de la vie, mais ne doit pas la définir. Le 2e anniversaire de la mort d'Isabelle marqua un tournant définitif. Au cimetière du Père-Lachaise, les enfants ne pleuraient plus avec désespoir. Ils apportèrent leurs albums débordants de vie et lurent à maman toutes les aventures de l'année. Louis raconta comment il avait protégé un camarade du harcèlement. Charles montra les plans de la cabane construite avec papa. Henri présenta fièrement une médaille de natation. Pierre lut un poème sur la transformation de l'amour. Quand les 4 appelèrent Marie-Claire pour les rejoindre devant la tombe, le moment devint sacré. Pierre, porte-parole du groupe, demanda à Isabelle la permission d'avoir Marie-Claire comme maman terrestre pendant qu'elle restait la maman céleste. À cet instant précis, dans un cimetière gris de Paris, un rayon de soleil perça les nuages, n'illuminant que 6. Les enfants interprétèrent le phénomène comme un assentiment divin, explosant en cris de joie. Antoine, à genoux devant Marie-Claire, la même entre les tombes, proposa un mariage qui ne remplacerait personne mais créerait quelque chose de nouveau à partir de leurs ruines partagées. La réponse de Marie-Claire ne vint pas en mots, mais dans une étreinte qui incluait les 5, un enchevêtrement de bras, de larmes et de rires qui scellait la naissance officielle de la nouvelle famille Montmorency. Le mariage, célébré 6 mois plus tard, transforma l'hôtel particulier en jardin de mémoire et d'espoir. Les invités incluaient toutes les familles aidées par la Fondation. Les quadruplés, témoins en smoking avec basket, compromis parfait entre formalité et praticité, rayonnaient de fierté. Le discours de Marie-Claire pendant la réception resta gravé dans la mémoire collective. Elle parla de résurrection, non de remplacement, de comment l'amour ne se divise pas, mais se multiplie, de comment elle avait perdu 4 fils pour en trouver 4 autres, perdu l'envie de vivre pour trouver une nouvelle raison d'exister. 2 ans plus tard, l'hôtel particulier accueillit un miracle que les médecins peinaient à expliquer. Marie-Claire, à 54 ans, donna naissance à une fille en bonne santé. Ils l'appelèrent Isabelle Marie, unissant passé et présent dans une promesse d'avenir. Les quadruplés prirent soin de leur petite sœur avec une tendresse qui émouvait quiconque les observait. Louis organisait des tours de garde, Charles construisait des jouets impossibles, Henri la portait en chantant des berceuses fausses,
Pierre inventait des histoires toujours avec des fins heureuses. La dernière image les montre tous dans le jardin d'hiver, rebaptisé « Jardin de la mémoire heureuse ». Les orchidées d'Isabelle fleurissaient à côté des roses plantées par Marie-Claire pour ses fils perdus. Les quadruplés jouaient avec la petite Isabelle Marie pendant qu'Antoine et Marie-Claire les observaient depuis la véranda. La conversation entre les époux touchait le cœur de leur miracle. Antoine réfléchissait sur comment les bonnes personnes arrivent au moment qui semble mauvais, mais qui est le seul possible. Marie-Claire ne serait pas venue sans sa perte. Il ne l'aurait pas vraiment vue si Isabelle avait été vivante. Terrible et beau ensemble, le paradoxe de la vie qui crée la beauté à partir de la douleur. Marie-Claire, appuyée sur son épaule, ajoutait la vérité la plus profonde. Les enfants n'avaient jamais eu besoin d'être domptés. Ils avaient besoin d'être vus, compris, aimés dans leur colère. Comme tous les êtres humains blessés qui cherchent seulement quelqu'un qui reconnaisse leur douleur et les aide à la transformer. Alors que le soleil se couchait sur Paris, teignant de rose l'hôtel particulier qui avait été champ de bataille et était devenu sanctuaire de paix, les quadruplés coururent vers leurs parents avec la petite dans les bras. Le cri joyeux de famille remplit l'air tandis que tous s'embrassaient, un enchevêtrement de rires qui célébrait leur vérité. Des cendres les plus noires peut naître le feu le plus lumineux, et 4 petits terroristes peuvent devenir des anges quand ils trouvent quelqu'un qui voit au-delà du chaos et reconnaît la douleur, qui demande seulement à être consolé. Mettez un like si vous croyez que l'amour peut naître des cendres de la douleur. Commentez avec le moment qui vous a le plus touché le cœur. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour construire une nouvelle famille. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui démontrent comment le destin entrelace des vies brisées pour créer des chefs-d'œuvre. Car au final, les quadruplés ne furent pas domptés. Ils furent sauvés. Et en les sauvant, Marie-Claire se sauva elle-même, démontrant que parfois les plus belles familles naissent non du sang, mais des larmes partagées et transformées en sourires.